Bonjour à tous, c'est Taton, on se retrouve pour la quatrième analyse de BOP de la saison 2025 du WEC avec la BOP la plus importante de la saison puisqu'il s'agit de celle du joyau de la couronne du championnat, les 24 heures du Mans. Mais avant de poursuivre, je tenais à vous inviter, si vous aimez ce contenu, à liker et à vous abonner. Vous serez ainsi directement informé de la sortie des prochaines vidéos relatives à la BOP ou encore au WEC. Je tiens à préciser également que dans cette vidéo, je ne reviendrai pas en détail sur ce qu'il s'est passé à Spa, puisque, comme vous le voyez en haut à droite, eh bien une vidéo y est dédiée. Je profite également de cette introduction pour vous informer que je serai à nouveau présent en tant que spectateur aux 24 heures du Mans pour la semaine, donc à partir de la journée test. Rentrons dans le vif du sujet et parlons du terrain de jeu qu'offre aux différents constructeurs le circuit des 24 heures du Mans, tracé qui est composé quasi intégralement de lignes droites. La vitesse de pointe aura donc une importance capitale, mais pas que, puisque le temps qu'il faudra pour atteindre cette vitesse aura également une importance. Passons maintenant au cœur du sujet de cette vidéo avec la BOP qui a été publiée par les officiels pour les 24 heures du Mans 2025. BOP qui, je tiens à le rappeler, pour le Mans est une BOP spécifique qui ne se base pas sur les courses précédentes ni même les 24 heures du Mans précédentes, mais uniquement sur les paramètres d'homologation, comme par exemple les chiffres obtenus lors de l'homologation de la voiture à la soufflerie du WEC, le centre de gravité ou encore la quantité moyenne de carburant pour un relais. L'élément que je tiens à souligner d'entrée de jeu est que l'Aston Martin a une BOP extrêmement favorable. En effet, cette dernière roule à la masse minimale et à la puissance maximale avant 250 km/h, en espérant que cette BOP lui permettra d'être un peu plus proche du reste de la grille hypercar que ce qu'on a pu voir durant le début de saison. Je le reprécise pour les nouveaux, mais comme d'habitude, je ne m'attarderai pas sur les changements d'énergie par relais qui sont en lien direct avec les changements de masse et de puissance. Passons maintenant à la comparaison avec la BOP des 24 heures du Mans 2024, et ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les ajustements au niveau de la masse sont quasi inexistants, excepté pour Peugeot qui perd 8 kg sur la balance. Niveau puissance, là par contre, comparé à 2024, on a des gros changements, notamment pour Alpine et Toyota. Toyota qui d'ailleurs a la puissance maximale possible pour la BOP, en effet on est à 520 kW du côté de la marque Nippon. Ferrari et Cadillac gagnent aussi sur ce point-là, mais de manière un peu moindre que justement Alpine et Toyota. Les constructeurs qui bénéficient de ces changements devraient donc être un peu plus aidés sur le tout début de la phase d'accélération en sortie de virage, on parle ici de quelques secondes. Les constructeurs bénéficiant de ces changements devraient donc être un petit peu aidés sur la phase initiale d'accélération en sortie de virage, on parle ici de quelques secondes. On passe maintenant à la puissance après 250 km/h, et là, si on compare à 2024, les deux marques perdantes sont françaises, perdant chacune quasiment 3 kW et demi. Pour Alpine, cela vient contrebalancer le boost reçu pour la phase d'accélération. Pour Peugeot, en revanche, je n'ai aucune explication qui explique cette modification. Si on regarde du côté des gains maintenant, il apparaît que toutes les autres LMDH, excepté l'Alpine, ont reçu un bon coup de boost, Cadillac recevant la plus petite aide. Ensuite, on retrouve Porsche qui de son côté a une aide similaire à BMW, aide qui permet d'ailleurs à BMW, une fois passé les 250 km/h, d'être à la puissance maximale permise par les ajustements de la BOP. Espérons que cela aide les LMDH qui avaient un peu de mal face aux LMDH, notamment sur le temps qu'il était nécessaire pour atteindre leur vitesse de croisière. Et comme depuis tout à l'heure nous évoquons les vitesses maximales, allons voir celles de l'édition 2024. Alors je tiens à préciser que ces vitesses-là sont obtenues forcément avec de l'aspiration, donc elles ne sont pas représentatives complètement du potentiel de chaque voiture, certaines ayant bénéficié d'aspirations plus importantes que d'autres, mais c'est censé quand même donner une image assez représentative du peloton. Et donc justement, ce que l'on peut noter, c'est qu'on avait un peloton hypercar relativement serré sur cet aspect-là, excepté Cadillac qui était significativement en retrait. Avec les ajustements effectués sur la BOP qu'on vient de voir, Porsche devrait donc être en mesure d'être à minima au niveau de Toyota et Ferrari, voire devant. Ça devrait également être la même chose pour BMW. Enfin, Alpine et Peugeot devraient un petit peu en pâtir
Passons maintenant à la revue des performances brutes des uns et des autres sur un tour, et on peut voir qu'à ce jeu-là, Toyota, Ferrari et Cadillac faisaient quasiment jeu égal l'an dernier, Porsche étant un poil plus en retrait, BMW étant encore plus décroché, et enfin Alpine et Peugeot, eux, étaient quand même significativement plus à la traîne. Réaliser un tour, c'est une chose, mais c'est sur la longueur d'un ou de plusieurs relais que se joue la victoire. Et justement, voici les écarts entre les différents constructeurs sur les longs relais du petit matin avant le retour de la pluie. Et comme indiqué, ces données se basent sur les 50% des meilleurs tours des différents pilotes ayant été au volant de la voiture. Vous noterez le petit astérix à côté du retard d'Alpine et de BMW. C'est dû au fait que les deux marques, n'ayant plus de voiture en piste au petit matin le dimanche, j'ai dû extrapoler les données recueillies la veille durant l'après-midi pour les faire apparaître dans ce classement. Et comme vous pouvez le constater, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est que Toyota et Ferrari se valaient sur les longs relais. Par contre, Cadillac et Porsche étaient à la traîne. Et on retrouve encore plus loin BMW et Alpine qui eux débutaient au Mans, et encore plus à la traîne Peugeot dont le prototype était à sa première apparition au Mans. Après avoir passé en revue le rythme des uns et des autres en 2024, on va maintenant appliquer les changements de BOP à ce rythme pour justement se figurer de qu'est-ce que devrait être la hiérarchie pour ces 24 heures du Mans 2025, et voici ce que cela donne. On peut voir que Toyota et Ferrari seraient toujours extrêmement proches, avec en revanche Porsche et Cadillac qui se rapprochent significativement, tout comme BMW, Alpine perdant un tout petit peu comparé à son rythme, et enfin Peugeot, là aussi gagnant, mais ayant tellement de retard initial, restant toujours aussi loin. Mais voilà, les chiffres bruts ne veulent pas tout dire. Pour prendre notamment en compte l'évolution du potentiel des uns et des autres entre 2024 et 2025, du fait que pour beaucoup, il s'agissait de la première année de leur prototype dans la Sarthe, j'ai abouti à ce graphique qui est justement le rythme de course théorique des uns et des autres, mais ce rythme supposé inclut des incertitudes sur lesquelles je vais revenir. Alors avant juste de passer en revue les différents constructeurs, je tiens à préciser que comparé à mes précédentes analyses de BOP, les barres d'incertitude sont en effet un peu plus grandes, cela étant notamment dû au fait que je n'ai pas voulu sous-estimer l'impact d'un gain potentiel de performance sur un tracé aussi grand qui forcément donc va décupler ce gain. On commence avec Toyota et Ferrari qui ont des marges d'erreur assez faibles du fait de la connaissance de leur potentiel d'exploitation ici qu'on a pu entrevoir au cours des dernières éditions. Passons maintenant aux outsiders de premier plan que sont Porsche et Cadillac qui ont tous deux une incertitude positive de temps plus important, notamment du fait qu'on a l'utilisation sur ces voitures d'un Joker Evo durant l'hiver, pouvant donc entraîner un gain d'extraction de performance possible. Porsche a une marge négative un peu plus importante, notamment dû au fait qu'on a eu une grosse performance au niveau du résultat du côté de Spa, alors qu'à vu la BOP, on pouvait s'attendre à bien mieux. Passons à BMW qui a une incertitude positive encore plus importante, et ce pour plusieurs raisons. En effet, on a l'utilisation d'un Joker Evo durant l'hiver, couplé aux progrès énormes qui ont été constatés sur l'exploitation de la M-Hybrid V8, notamment depuis la rentrée de l'été. Pour Alpine, c'est exactement le même contexte avec, en plus, dans la balance, un excellent rythme qu'on a pu observer du côté du circuit qui ressemble le plus aux 24 heures du Mans, le circuit de Spa-Francorchamps. On passe à Peugeot qui a là aussi une incertitude positive assez importante, et là aussi les raisons sont les mêmes que pour BMW et Alpine. On a en effet une voiture qui cumule un Joker Evo et des gains au niveau de l'exploitation qui ont pu être constatés au fil des courses, donc on peut s'attendre à ce que la voiture fasse mieux que ce que la théorie voudrait. Enfin, on finit avec Aston Martin qui a montré des choses intéressantes du côté du secteur 1 de Spa, qui pourrait donc faire l'illusion sur un tour. En revanche, sur les longs relais, là clairement, l'anglaise devrait être à la traîne. La baie vitrée que constituent les incertitudes de l'Aston Martin sont notamment dues au fait qu'il s'agit de la première sortie de la voiture au Mans. Difficile donc de savoir où est-ce qu'elle se placera exactement niveau temps autour. Si tout s'aligne, on a donc le potentiel de retrouver un peloton de tête extrêmement serré entre Toyota, Ferrari, Porsche, Cadillac, BMW et Alpine,
Peugeot et Aston Martin devraient être un peu en retrait. Reste à savoir qui réussira à tirer son épingle du jeu pour s'imposer au bout de 24 heures de course. Passons maintenant au pronostic. Alors pour ce qui est de la course à la pole position, je miserais bien sur une pole position de BMW avec Dries Vanthoor, qui, comme il l'a montré depuis le début 2025, notamment du côté de l'IMSA avec BMW, c'est clairement l'homme à battre dans cet exercice. Pour ce qui est de la course, si je devais choisir une valeur sûre, eh bien je prendrais Toyota, qui s'ils arrivent à tout mettre bout à bout, devrait réussir à remonter sur la plus haute marge du podium. Si j'avais une grosse cote à prendre, je choisirais Cadillac, qui a la force du nombre, et une équipe Jota qui fait des merveilles dans l'exploitation des V-Series R. On a désormais fini cette analyse de BOP des 24 heures du Mans. J'espère que vous avez apprécié cette dernière. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine mancelle à tous. À la prochaine, salut!